Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une nouvelle heure de débat macroéconomique. Voilà, on va rassembler une dizaine de jours d'infos macro avec deux experts de la question et essayer d'avoir des réponses. Pour peu qu'il y en ait. Ouais, voilà, je vois Philippe, pour peu qu'il y en ait. Non, il y a des éléments intéressants. Le tout récent quand même, c'est l'avertissement du FMI qui permet de replacer un certain nombre de points structurels dans l'économie française. Il y a la réforme de l'assurance chômage. Il y a une nouvelle donne sur l'immobilier. J'ai jamais le temps d'en parler, donc je suis content qu'on puisse en parler ensemble avec Philippe Wechter. Évidemment, la COP27, on verra. Bref, allez, c'est parti, c'est Bismart. Et donc, on va détailler tout ça avec Philippe Wechter. Salut Philippe, chef économiste Ostrom Asset Management, et avec Anne-Sophie Alsif. Salut Anne-Sophie, chef économiste BDO. Ça nous amènera d'ailleurs à la conjoncture, mais effectivement, démarrons avec l'avertissement du FMI. Il est temps de mettre un terme à quoi qu'il en coûte. Le déficit public, dit le FMI, restera supérieur à son niveau de stabilisation de la dette. Il y a un petit calcul que vous allez m'expliquer, parce qu'avec l'inflation quand même, voilà, bref. Creusant un différentiel déjà important avec les pays européens comparables. Anne-Sophie, comment est-ce que tu as regardé cette... Alors, on s'y attendait un peu, surtout au niveau des finances publiques, c'est que quand on voit les projections, et même les projections dans le PLF, on est quand même sur alors une stabilisation de la dette, mais un déficit qui reste quand même... PLF, projet de loi de finances. Le projet de loi de finances. On reste quand même sur un déficit qui reste élevé, mais on est bien sûr au-delà des 3%, on sera à 5% cette année, l'année prochaine, on va rester sur cette tendance. On ne va pas baisser notre stock de dette de manière significative avant au moins 2027. Donc là aussi, on reste sur une tendance de dette assez élevé. Donc c'est vrai que cet avertissement au regard des finances publiques était assez attendu. Même un déficit de 5% avec une inflation à 6%, il continue à creuser la dette ? Bah oui. Oui. Enfin, oui, je ne sais pas si vous voulez... Non, mais... oui, on a une... Enfin, il faudrait faire le calcul. Bah oui, parce que t'es... Enfin, Mais on a une situation... Non, t'as un PIB en valeur qui va croître... La dette devrait s'améliorer un peu. Bah oui, je pense, se stabiliser. Pas d'augmentation, mais de stabilisation. Ouais, eux, ils disent ça va creuser. Alors oui, non, ils disent ça creuse le différentiel. Ouais. Oui, ça réduit pas la dette. C'est juste qu'elle va être stabilisée. Voilà, c'est ça. Alors que nos copains, eux, vont faire les efforts. Enfin peut-être. On verra. Donc, nous, après, quand même, sur l'inflation, il faut quand même dire qu'on est quand même toujours en deçà, même dans les prévisions, en deçà des autres pays européens, notamment de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Luxembourg. Donc, d'accord, mais on est au-dessus de 5% quand même. Pour le déficit. Non, mais pour l'inflation. Pour l'inflation, pour le déficit. En France. Pour l'inflation en France. Pour l'inflation, on est au-dessus des 6, mais on est inférieur aux prévisions en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg. Cette année, l'année prochaine. On reste au-delà de 6. Non, mais sur les finances publiques, c'est pas la première fois qu'on voit ça du FMI. Moi, j'aime bien regarder le Fiscal Monitor et regarder les projections à l'horizon de 5 ans. Là, c'est 2027 dans le dernier document. Et ça fait un bon moment que, quand on regarde le solde structurel en pourcentage de la croissance potentielle, ça fait un bon moment qu'on ne converge pas. C'est-à-dire qu'on reste sur un déficit qui, dans la durée, est élevé, alors que tout le monde voit son déficit se réduire. Ce qui est normal, quand on regarde sur une période de 5 ans, à un moment donné, les choses doivent s'équilibrer. Il y a pas quand on est au potentiel, tout doit s'équilibrer. C'est pas le cas. Et la remarque qui était faite déjà à l'époque, c'était même avant la pandémie, c'était de dire, en fait, on réduit les recettes, et on a du mal à ajuster les dépenses. On réduit les recettes en baissant les impôts. Exactement. Et ça, il y en a eu beaucoup d'éléments comme ça. On a beaucoup de mal à réduire les dépenses. Et donc, cette question-là n'est pas nouvelle. Ce qui est intéressant, c'est que le FMI, effectivement, mette le doigt dessus aujourd'hui, parce que il est
probablement temps d'ajuster le quoi qu'il en coûte, même si le quoi qu'il en coûte était certainement la meilleure stratégie au moment de la pandémie. Là-dessus, moi, j'ai pas d'ambiguïté. Mais après, il faut pouvoir ajuster le tir, et on a un peu de mal à ajuster le tir. Là, ils sont post-pandémie quand même. Hein. Oui, là, ils parlent du quoi qu'il en coûte énergétique, hein, j'ai l'impression. Oui, voilà, hein. Juste pour revenir par rapport à ça, sur l'évolution du déficit, avant la crise, on avait une convergence et on avait cet objectif d'être dans les moins de 3%, ce qui était pas le cas. C'était la prévision de Bercy, c'était pas ce que la disait prévision le de Bercy, FMI. c'est la prévision de Bercy, mais après, dans ce qui a été acté, on était dans ces chiffres-là et on avait un meilleur déficit que les prévisions qu'on pouvait avoir en Italie et en Espagne. Donc, on ne pouvait pas dire que tout le monde converge et que nous, on était les seuls à le faire. Non, moi, je regarde le FMI. Moi, je regarde les projections du FMI. Quand on voit ce qui est effectif et les chiffres de l'INSEE ou de Eurostat, avant la crise, on avait cette convergence aux 3%. Et d'ailleurs, on avait créé énormément d'emplois en 2019, on avait une croissance même potentielle qui était supérieure à nos partenaires européens, donc on était plutôt sur une tendance qui était plutôt positive. Enfin, en tout cas, quand on regarde les données, c'est ça. Et c'est après, en effet, pendant le quoi qu'il en coûte, qui a été en effet plus généreux en Europe, enfin en France par rapport à d'autres pays, qu'on a pu avoir cette divergence sur le déficit, mais même sur le déficit, à partir de 2026, là aussi, on baisse. Donc, on ne reste pas à 5% tout le temps. Pourquoi aussi ? Parce qu'on a une croissance qui va être supérieure, normalement, l'année prochaine à beaucoup d'autres pays européens qui vont être en récession. Ce ne sera pas notre cas. Et aussi parce que cette année, on a eu plus de recettes fiscales. Je peux parler d'une cagnotte, bien sûr, mais un petit peu plus de recettes fiscales qui étaient prévues. Donc là aussi, dans le PLF, on peut voir... Sauf que, Anne-Sophie, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que moi, je résume ça à chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que la France a fait un effort de dingue pendant 2 ans. On va essayer de se ramener vers les 3%. Et avant la crise, ça fonctionnait. Oui, ça fonctionnait, mais à quel prix ? Et dès qu'il y a un moment, une fenêtre de tir qui s'ouvre, on peut à nouveau faire n'importe quoi. Tout le monde a fait ça, et c'est pas n'importe toujours quoi. le même Tout le monde l'a fait. Donc, mais on fait pas dire. Les États-Unis, fait encore plus n'importe quoi que les autres. Relance qui sont 3 fois supérieurs à ce qu'on a eu en Europe. En Chine aussi, ils ont fait des plans de relance partout en Europe. Donc, on ne peut pas dire on a fait absolument n'importe quoi alors que les autres, non. C'est pas vrai, en tout cas, dans les chiffres. Sur la France, depuis les années 70, quand on regarde les projections à 5 ans faites par Bercy, on termine toujours à l'équilibre. Et c'est vrai que quand on se projette, c'est toujours très joli. On n'y arrive jamais. Mais là, exactement. Là, les chiffres de 2018-2019, on les a. C'est pas des projections, c'est des effectifs. Tu sais, c'est quoi ? C'est... Le truc pluriannuel, là, c'est la LOLF, la loi organique de loi de finances. Le truc pluriannuel qu'on n'arrive pas. Voilà, les projections pluriannuelles. Et les premières de Macron, donc après son élection. La première ou la seconde ? La première, après la première élection, il y avait le zéro. C'est-à-dire qu'ils avaient programmé, et je me souviens, j'en avais fait des gorges chaudes, et on ne m'y reprendra plus. Et d'ailleurs, un certain nombre d'économistes, peut-être Philippe, je t'avais invité à cette occasion, m'avait dit, vous savez, vous prenez vos désirs pour des réalités. Et donc, il y avait le zéro là, écrit. C'est en projection. Là, on peut regarder, maintenant qu'on est en 2022, les chiffres effectifs, parce que ça, on les a. Donc, quand tu parles du déficit et de la croissance, en disant tout le monde converge, sauf nous, nous sommes catastrophiques en termes de... Moi, tu le dis, c'est le FMI, Anne-Sophie. Ah non. Me tape pas. Donc, je tiens quand même à... Et on sait aussi pourquoi le FMI. Qu'est-ce qui se passe ? Et derrière, il faut aussi voir la lecture politique. Alors, vas-y, ça m'intéresse. C'est que derrière, en effet, on a fait donc ce quoi qu'il en coûte qui était en effet plus généreux. On a donc mieux résisté que les autres. Ça, tu es quand même d'accord en termes de pertes. On a quand même mieux résisté, mais ça nous a coûté plus cher. On est tout à fait d'accord. Et donc, aujourd'hui, ce qu'attend le FMI comme la Commission européenne, c'est des réformes majeures sur l'assurance chômage et la réforme des retraites. Comme en effet, pour des raisons politiques qu'on connaît à l'Assemblée, ça va être plus difficile au niveau de la réforme des retraites. Là, l'assurance chômage, on essaie, mais en tout cas, c'est peut-être pas forcément ce qui était voulu à l'initial, si le gouvernement avait la majorité. Eh bien, il y a l'idée, attention, comme les réformes sont sûrement moins importantes que prévu, faites attention à votre déficit public et à vos cheminements de dette, parce que vous aurez peut-être des difficultés, vu que vos réformes, en termes de finances publiques, le seront moins. En termes de soutenabilité de votre dette à moyen long terme. Donc, on voit que derrière, le message est là, puisque quand on regarde vraiment les chiffres effectifs à court terme, et on peut aussi regarder par rapport aux autres, je suis assez étonnée qu'on parle de ça, mais on peut aussi parler de l'Allemagne et de la situation, notamment l'année prochaine. On va y aller, Anne-Sophie. Voilà. Si on commence à faire de la comparaison, on peut aller là-dessus. Donc, il faut quand même remettre les chiffres au cœur et remettre aussi les projections du FMI. Je rappelle que pendant la crise quand même de 2020, le FMI prévoyait une récession à plus de 10% au niveau mondial, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc, il y a aussi un prisme parfois sur l'Europe où on peut s'interroger quand on regarde les crises sur les dernières années, sur les prévisions européennes.
sais pas ce que tu en penses au niveau des chiffres. Faut qu'il t'emmène dans les sommets internationaux. Ah, mais je vais au sommet Banque mondiale. Non, mais il faut que tu ailles défendre le modèle français comme ça, pas avec le modèle cette français, passion. Mais pas cette tu passion. peux le faire en anglais, en allemand, en espagnol voilà, aussi. Mais juste un petit peu relativiser et d'arrêter d'être toujours avec on en a le discuté, fouet. je te donne la parole, mais on en a discuté 10 fois avec Anne-Sophie. Un bon jardinier, c'est pas celui qui s'est arrosé, quoi. C'est-à-dire dire on a fait mieux que les autres, simplement parce qu'on a moins baissé que les autres pendant la crise. Simplement parce qu'on a dépensé... Non, t'as dit on a fait mieux. Simplement parce qu'on a dépensé plus d'argent. Mais on a mieux tenu parce qu'on a dépensé plus d'argent. Donc ça veut dire qu'en gros, on a fait, après moi, le déluge. Je suis pas sûr que... Enfin, voilà, c'est toute la question d'ailleurs que pose le FMI. 2 tiers des aides dépensées par la France sur 2021-2022 n'étaient pas ciblées. Oui, au début, dans le quoi qu'il en coûte, on le sait, tout le monde... Non, c'est 2021-2022, là, on parle de l'énergie. Pour les entreprises, pour l'énergie, l'idée, c'était en effet d'essayer de baisser un maximum les coûts de production, quels que soient les secteurs, quelles que soient les types d'entreprises, pour préserver le processus industriel. Non, là, c'est qu'on a subventionné, on a rempli le réservoir des Porsche, avec après, les mêmes subventions que le réservoir des R5. Tout le monde n'est pas dans ton cas, n'a pas de Porsche. La majorité c'est bien des pour gens, ça que ça aurait pu être ciblé. C'est bien pour ça que ça avait besoin de cet argent, parce que l'idée derrière, c'était quoi? Quand tu regardes justement comment est fait notre croissance, c'était que la consommation, et je le dis tout le temps ici, ne s'effondre pas. Donc l'idée, c'était en effet, on subventionne pour que les ménages qui vont avoir quand même une baisse de pouvoir d'achat en 2022, eh bien, ne s'effondrent pas. On voit au niveau du taux d'épargne que c'est mauvais. On est à plus de 15%, donc on voit que les anticipations sont mauvaises. Et si on commence à avoir un très fort ralentissement de la consommation, là, on est en récession. Et là, pour nous, c'est catastrophique. Donc il y a l'idée de dire, comme l'argent n'est pas cher encore maintenant, malgré la hausse des taux, on subventionne, on garde la consommation, on garde une certaine croissance. Pourquoi les autres ne l'ont pas fait ? Parce que, alors les autres, on peut parler de quoi? Du Royaume-Uni. Ah non, pas du tout. L'Allemagne ne dépend pas de la consommation. On peut oui, regarder le modèle de croissance, contribution à la consommation de l'Allemagne. Non, mais quand on regarde Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, on veut comparer par rapport à ce qui se passe. La situation va beaucoup mieux au Royaume-Uni, en Allemagne. Mais je dis pourquoi d'un seul coup on a l'impression que la France est le seul pays vertueux qui soit. La question des finances publiques, moi ça fait 35 ans que je fais de l'économie, ça fait 35 ans que la question des finances publiques en France est posée. Et à chaque fois on nous dit non mais demain ça ira mieux. Demain ça sera beaucoup mieux parce qu'on fait des efforts. On s'aperçoit que les efforts ne sont jamais fait dans la durée. Et on voit bien depuis et c'est pas Macron qui est le marqueur, c'est que on arrange tout pour que effectivement le consommateur soit dans la situation la plus confortable. On a baissé les impôts de façon spectaculaire depuis pas mal d'années. On n'ajuste jamais les dépenses. Non, et puis on s'intéresse à la consommation et pas à la production. On s'intéresse beaucoup à la consommation, pas beaucoup. Et d'ailleurs, il est intéressant sur le pacte sur les boucliers énergétiques. C'est juste là, il y a 15 jours, on s'est dit, tiens, finalement, les entreprises payent le prix de l'énergie. Ils payent cher parce qu'il n'y en a pas une ou 5 à 7% qui sont au tarif réglementé sur l'EDF. Donc, elles vont être pénalisées. Ah ben, il est temps de s'en rendre compte quand même. Et on va faire combien ? 12 milliards ? 12 milliards, Les Allemands parlent de 200 milliards. Oui. On va y venir. Partons pas dans tous les sens, c'est intéressant. On va y venir sur les Allemands. Sur la France, d'un seul coup, on découvre que les entreprises vont payer leur énergie très cher. Oui, non, mais ça, on le sait depuis longtemps. Je pense que vous parlez aux entrepreneurs, ils sont au courant depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on a, juste pour le faire historiquement, donc tu as le quoi qu'il en coûte énergétique à 40-50 milliards à peu près pour les particuliers. Et puis pour les entreprises, tu as un plan qui vient quand même assez vite, une poche de 5 milliards, mais avec des critères tellement invraisemblables que Bercy se rend compte au bout d'un moment, nous dit il n'y a que 300 millions qui ont été dépensés sur les 5 milliards. Oui, il y avait un vrai problème sur les critères. Donc on change les critères. Oui, mais Philippe a raison. D'un côté, tu as un espèce de quoi qu'il en coûte, tu as 0 critère, on nous explique que c'est pas possible, que donc il faut qu'on remplisse le réservoir des Porsche de la même façon que le réservoir des Clio.
Et de l'autre côté, alors, par contre, là, il faut des critères, là, pas d'effet d'aubaine, il faut que les mecs mettent leur bilan, on va calculer ça, il faut que vous ayez constaté la baisse des EBITDA, alors ils sont revenus dessus, hein, mais il fallait constater la baisse des EBITDA d'un trimestre sur l'autre pour commencer à avoir droit à une aide. Mais il est trop tard, mon Dieu, la boîte qui n'a pas de trésor, c'est trop tard. Là, quand même, si encore une fois on revient aux chiffres et ce qui s'est passé devant la crise, moi, ça fait pas depuis 35 ans, et je ne peux pas le dire ça que je travaille, ça fait moins de temps, mais c'est pas grave, j'essaie quand même... Une dizaine d'années à peine. Voilà, d'avoir des chiffres et d'avoir des choses qui soient robustes. Qu'est-ce qu'on voit ? On a quand même la crise de 2008 qui est quand même passée par là. Au niveau des finances publiques et des dépenses, là, en effet, depuis que je commence à travailler, on ne cesse de parler de ça. La France dépense trop, on baisse pas les dépenses publiques, il y a trop de fonctionnaires. Il y a trop de fonctionnaires. On a ce discours depuis, en effet, des décennies, etc. Il y a quand même des choses qui arrivent et qui se passent, qui font que peut-être le tout, il faut baisser les dépenses, il faut quand même le revoir par rapport à tout ce qui se passe. La crise de l'énergie, les problèmes de guerre, les problèmes du protectionnisme. Donc c'est quoi la finalité ? C'est baisser massivement les dépenses publiques comme on l'a fait en 2008. En 2008, c'est ce qu'on a fait. Tout le monde était dans cette situation de surendettement. Juste pour finir, et qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit notamment aux pays du Sud, vous allez baisser massivement vos dépenses publiques parce qu'on vous aide avec la crise de dette souveraine que vous avez, et en 1 ou 2 ans, vous allez avoir des finances publiques qui reviennent à l'équilibre. C'est ce que le Fonds monétaire international a fait pendant des années. Et qu'est-ce qu'on voit dans les conséquences économiques, puisque c'est ça le but. Le but, c'est quand même normalement le bien-être des populations. Enfin, c'est quand même normalement ça la finalité de l'économie. En effet, on a des fortes baisses de dépenses publiques sur des périodes très courtes, mais c'est récessionniste. Et on voit après la crise de 2008-2010, c'est exactement ce qu'ont fait tous les gouvernements européens et aux États-Unis avec les conséquences de récession qu'on a connues. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, toutes les perspectives de baisse des dépenses publiques, elles sont sur 5-10 ans. Elles ne sont pas sur 1 ou 2 ans. Parce que si vous êtes en récession, vous pouvez faire ce que vous voulez à vos dépenses publiques, vous pouvez les baisser. C'est récessionniste. Donc le but, c'est plutôt d'utiliser les bonnes situations de financement que la France a encore. Ça peut se dégrader, etc., mais que l'on a encore pour justement essayer de garder de la consommation et de la croissance. Et pour, avec cette croissance, quand on a des surplus, progressivement se désendetter et progressivement avoir une tendance à la baisse des dépenses publiques. Là encore, ce fameux FMI que tu On va laisser répondre Philippe quand même à un moment. Juste pour finir, c'est exactement ce qu'il a préconisé après la crise Covid dans la mise en place des plans d'assainissement budgétaire. Philippe, alors juste, on parlera d'immobilier tout à l'heure, mais je signale à nos chers auditeurs téléspectateurs que les travaux qui nous avaient un petit peu abandonnés pendant quelques jours sont en train de revenir. Donc voilà, ils vont agrémenter notre débat. Vas-y, continue Philippe. Je trouve ça très beau. Moi, je suis un vieux keynésien de date. C'est ça. J'ai pas de problème avec le déficit public, j'ai pas de problème avec la dette publique. J'ai aucun souci là-dessus. Simplement, ce qu'on observe, c'est que il faut parfois arbitrer. Et quel que soit l'état de la nature, qu'on soit dans des bons états de la nature ou des mauvais états de la nature, on n'a jamais d'ajustement des dépenses. Exactement. C'est ça le souci. C'est pas de dire il faut réduire les dépenses. Et j'ai écrit plein de trucs sur ce qui s'est passé en 2011-2012. Et j'ai aucun souci là-dessus sur le caractère récessif des ajustements budgétaires. Des ajustements budgétaires. J'ai aucun problème là-dessus. Sauf que quand ça va mieux, on ne fait pas. Quand ça va mieux, on a plutôt tendance, et c'est ce qu'on a fait avant la pandémie, on a tendance à réduire les impôts sans toucher aux dépenses. Et ce phénomène-là est un phénomène structurel qui ne se résorbe pas. Et la France est embourbée dans ce genre de choses depuis une dizaine d'années. Et c'est tout. Alors, quand la situation est bonne, tant mieux. On voit des chiffres de finances publiques qui sont un peu meilleurs. Mais j'ajoute un truc quand même important, c'est l'efficacité de cette dépense publique. C'est-à-dire, on est toujours là, et là, enfin, je parle évidemment sous votre contrôle. Il y a toujours ce problème dans l'aspect récessif, qui est un aspect récessif statistique, c'est-à-dire la convention, c'est le secteur public vaut ce qu'il coûte. Et donc, dans le calcul du PIB, qui sert encore de référence de base, si tu rajoutes de la dépense publique, peu importe à quoi elle sert, alors tu vas avoir effectivement une croissance qui va statistiquement s'améliorer. Le problème, c'est que l'efficacité de cette dépense publique n'est jamais évaluée. Et donc, moi, le truc qui est insupportable, en fait, mais vraiment au sens propre dans notre pays, c'est cette masse de dépenses publiques qu'on peut tout à fait défendre. Moi, j'entends Philippe, et Philippe, il m'a tellement appris, il n'y a aucun problème.
mais pas avec des hôpitaux à l'agonie et mis par terre par une épidémie de bronchiolite, pas avec un système judiciaire qui ne sait plus où donner de la tête, pas avec l'ensemble des systèmes régaliens et des services publics, avec des écoles dans lesquelles il pleut, quoi. Tu vois, c'est là où il y a un sujet, Anne-Sophie. Voilà. Et c'est là où tu as beaucoup de mal, en fait, à défendre en France le propos qui est le tien, c'est-à-dire une sorte de dépense publique qui, par essence, serait bonne pour la croissance et bonne pour construire l'avenir du pays. Alors, si je peux me permettre de répondre et nuancer toujours le propos qui est peut-être toujours un petit peu extrême de l'autre côté. Ah non, je n'ai pas dit qu'il fallait absolument faire tout de dépenses publiques, il y a toujours une bonne gestion, etc. Dans cette part des dépenses publiques, il y a quand même plusieurs choses. Tout le discours, on a en effet les taux de prélèvement obligatoires les plus élevés. On paie exactement énormément d'impôts. C'est parce qu'on a eu ce discours pendant des années que justement, en effet, l'arbitrage se fait toujours dans la baisse des recettes et la baisse des impôts pour redonner du pouvoir d'achat. Ça, c'est tout à fait acté. La question est de dire, ah ben voilà, comme on a moins de recettes, il faut essayer de compenser les dépenses publiques. Pareil. Par rapport à ces dépenses publiques, sur l'efficacité, il y a énormément de rapports, que ce soit de la Cour des comptes, de France Stratégie, qui évaluent les dépenses publiques. Donc je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a rien en France qui évalue les dépenses publiques. Si, il y a des choses. Après, tu peux dire que c'est contestable, c'est pas bien, etc. Mais il y a des choses qui existent. Et quand tu regardes ces évaluations, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que sur l'efficacité, le millefeuille, il y a des choses à faire. Ça, on ne le dit pas, pour 10 à 15%. Mais le gros, si tu veux vraiment baisser les dépenses publiques de manière significative... Je ne veux pas les baisser, je veux qu'elles soient efficaces. Avoir une baisse de 10 points... Je veux avoir des hôpitaux qui fonctionnent, je veux avoir des profs heureux, payer... C'est les retraites et c'est la protection sociale. Donc c'est le dur. Donc d'un côté, si tu veux vraiment avoir cet impact sur les dépenses publiques, c'est vraiment s'attaquer à ça. Et donc on sait ce que ça veut dire après politiquement, mais là c'est un choix. Et de l'autre côté, l'efficacité, bien sûr, ça joue, mais ça joue à la marge si tu veux vraiment avoir une forte baisse. Donc ça, il faut quand même le dire. Dans un contexte, on demande toujours beaucoup plus de protection, tu l'as dit, dans la justice, beaucoup plus d'hôpitaux, beaucoup plus de sécurité. Je suis pas d'accord, Anne-Sophie, ça joue pas. Non, je suis. Mais non, c'est pas possible. Si tu prends l'éducation nationale, si tu constates que tu n'as que 850 000 profs face aux élèves sur un back-office de 3 millions de personnes, je suis désolé, tu n'as pas besoin d'aller chambouler la sécurité sociale pour donner de l'efficacité et donc redonner du salaire à l'ensemble de ceux qui sont au contact des profs. C'est pas vrai. Ça, c'est vrai, mais... Quand tu parles de la baisse des dépenses publiques dans son ensemble pour être au niveau européen, si tu veux vraiment t'y attaquer de manière significative et que la pente des dépenses suive celle des recettes, c'est vraiment aux retraites et à la protection sociale qu'il faut t'attaquer. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour justement numériser, accroître l'efficacité également dans l'hôpital, on l'a dit, avoir plus d'infirmières, etc. Que je connais Il n'y a pas de débat là-dessus, tout à fait. Mais en termes de pourcentage, cette efficacité en plus sera à la marge. Le gros, ça reste les retraites et la protection sociale. Et ça, c'est un débat, à mon sens, de société politique qui va pas se trancher là juste en augmentant l'efficacité des dépenses publiques. On a de la marge, mais c'est pas ça qui réglera l'écart qu'on a avec nos voisins européens. Non, mais la question, et ça, on le sait dans les rapports. La question, quand même, c'est que je ne connais personne qui me dise que tout fonctionne de façon efficace. Mais c'est ce qu'on dit. Non, juste un point. Mais dans d'autres pays où les taux de dépenses sont plus réduits, on n'a pas l'impression que les gens aillent moins bien non plus. Donc on a le sentiment... Je crois qu'on est d'accord là-dessus, Philippe. On est tous d'accord là-dessus. Oui, mais c'est... L'efficacité de la machine d'État, enfin de la machine publique, voilà, qui pose un problème. L'amélioration, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je ne crois pas que ce soit à la marge, Anne-Sophie, contrairement à ce que tu penses. C'est pas la marge. En termes budgétaires, je pense. Oui. On veut vraiment aller dans le dur, c'est pas là où... Mais on ne veut pas aller dans le dur, on veut que ce soit efficace. Et on veut, encore une fois... Donc pas forcément une baisse massive des dépenses publiques. Mais non. Notamment sur l'école, si tu veux, vraiment, j'ai regardé le sujet de très près. C'est 850 000 profs primaires, secondaires qui sont face aux élèves et dont il faut absolument doubler le salaire si on veut recruter des gars qui aient envie de le faire, quoi, voilà, et que ce soit pas cette espèce de pacte soviétique, vous faites semblant de nous payer, on fait semblant de travailler, qu'on ait vraiment de quoi faire de l'incentive sur ces profs-là.
Je suis désolé, c'est 6 milliards par an. Tu peux aller les chercher. Il ne s'agit pas, tu vois, de remettre en cause la Sécu. Tu peux aller les chercher à l'intérieur d'une machine qui bouffe 45 à 50 milliards d'euros par an. C'est ça que je veux dire, tu vois. Voilà. Non, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de... Et on voit les gouvernements successifs, en tout cas dans le discours, le disent. Après, dans les Il faits... faut rien. Il ne se passe rien parce que lourdeur de l'appareil, parce que peur des syndicats. Moi qui suis prof, je peux te dire que s'il y a quand même des choses qui se passent et que justement il y a beaucoup d'enseignants qui demandent des revalorisations, qu'on a en effet les profs qui sont les moins payés des pays de l'OCDE par rapport au travail qu'ils font. Enfin tout ça, voilà, c'est débattu, on le sait, etc. Absolument. Donc en effet, augmentation de l'efficacité des dépenses publiques, mais aussi souvent des fois des moyens en plus dans certains secteurs. Alors après, voilà, c'est aussi une question d'arbitrage et c'est aussi une question politique. Mais là, on n'est plus juste dans l'économie. C'est des bons débats, hein. Oui. Là, c'est intéressant. Et donc le FMI, effectivement, non mais alors le FMI, il est marrant parce que effectivement, il dit ce que tu dis, c'est-à-dire faut y aller sur l'assurance chômage, faut y aller sur les retraites. On en dira quelques mots, mais on en parle évidemment très régulièrement. Mais derrière, j'entends le FMI qui me dit faut arrêter les baisses d'impôts. C'est quand même, le FMI marche sur la tête là, c'est-à-dire revenir sur la suppression de la CVAE, ça je suis très surpris. Donc la cotisation valeur ajoutée, voilà. Bon, je sais pas, vous avez un commentaire là-dessus? Enfin, oui, il faut pas baisser les impôts de production, parce que c'est ça, hein, CVAE, c'est baisse des impôts de production. Passer en revue les niches fiscales, dont le crédit d'impôt recherche. Alors ça, c'est un sujet sur lequel je me suis penché aussi, Et là, il y a des évaluations. Et bah ouais. Et là, je pense pas dire contre qu'il y a pas moi-même, Anne-Sophie, je vais te faire plaisir, tu vois. Voilà. Ah. Oui, parce que la grande idée sur le crédit d'impôt recherche, que là encore, moi aussi, j'ai professé pendant... Surtout ne pas y toucher. Voilà. C'est magnifique, c'est un très bel outil, faut pas y toucher, stabilité fiscale, ça attire les centres de recherche, Résultat des courses, en fait, tu as quand même 26 grands groupes qui reçoivent 2 des 7 milliards du coût annuel de... On peut parler de la PAC aussi, la politique agricole commune. Attends, reste là. Non, reste sur là-dessus. Or, l'efficacité de la recherche, et ça c'est démontré, est beaucoup moins forte dans des grands groupes, bien plus dilués, que dans des petites entreprises. Et le sujet, que j'ai découvert un peu tard, j'avoue, c'est qu'en fait, il n'y a aucun plafonnement, et on est les seuls au monde à avoir ça, aucun plafonnement sur le niveau de dépenses éligibles. Et j'ai lu un récent papier qui expliquait qu'un plafond de 20 millions d'euros par an permettrait de radicalement limiter la dépense, en gros de la diviser par 2, sans aucun préjudice pour les PME et les ETI, qui ne demandent jamais, en fait, au-dessus de ce plafond de 20 millions d'euros par an, et qui sont bien plus efficaces derrière ce qu'elles font de cet argent et la recherche. Et ça impacterait quelques grands groupes. Oui, bah, ils ont les moyens de s'en remettre. Voilà. Et là, je dois avouer qu'effectivement, il y a un sujet. Et je suis assez d'accord avec le FMI là-dessus. Voilà. Je sais pas si... Oui, moi, je me suis toujours interrogé sur l'efficacité du crédit impôt. Ben voilà. Et en fait, tout est dans le plafond. Parce que moi, j'ai eu des gens qui venaient me voir en me disant qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le crédit impôt recherche. Oui, bon, ça, on connaît. Moi, attends, je vous raconte, je suis chef d'entreprise là maintenant, je reçois des mails. Ouais. Je reçois des mails d'agences qui me disent il y a forcément un moyen. Nous, là, avec notre chaîne de télé, crédit d'impôt recherche, il faut arrêter de plaisanter. Il y a forcément un moyen que vous puissiez être éligible au crédit d'impôt recherche. C'est pas possible, c'est pas normal, ça. Donc, là, il y a le CICE, on pourrait faire les mêmes débats avec aussi l'évaluation. Enfin bon, dès qu'il y a une niche ou une opportunité, forcément, on peut toujours se dire sur les critères être éligible ou pas. Après, en effet, comme par rapport à ce que tu dis sur l'efficacité même, ce qui est bien, c'est que c'est quand même un produit d'appel et c'est quand même quelque chose qui est assez reconnu, là encore, au niveau européen pour son efficacité, même si, en effet, certaines boîtes qui l'ont, et comme tu dis, les grands groupes, ne sont pas les groupes les plus efficaces. Ben voilà. Ils créent de l'emploi, ils sont au niveau international. Donc toi, tu dis, on récupère pas 3,5 milliards là Il faudrait le faire, mais là, je pense qu'il faut avoir un certain courage politique. La question aussi associée à ça, c'est que depuis que c'est mis en place, la dynamique de productivité de l'économie française n'a pas changé d'allure. Et voilà. Non, mais parce que dans la productivité, il y a d'autres choses qui sont mesurées, notamment là, le travail, c'est juste une problématique. C'est-à-dire que... C'était pas le but non plus. Un petit peu. Quand même. Et un peu comme le CICE, d'ailleurs. Pas le cœur. Oui, le CICE, beaucoup plus. Un petit peu quand même, parce que l'idée, c'est de faire le lien entre l'innovation et la productivité, et de se dire, voilà, on se donne les moyens de générer de la productivité dans le futur. C'est pas ce qu'on voit.
Donc, il y a quelque chose qui bloque sur ces plans-là. Et la question est de savoir si, effectivement, c'est aussi efficace qu'on a envie de l'imaginer. Techniquement, c'est très bien. Dans les faits, moi, je suis assez sceptique sur l'efficacité de la procédure. Bien. On va marquer une petite pause, hein ? On marque une pause. On va marquer une petite pause. On va dire un mot des retraites, de la réforme de l'assurance chômage, parce que là, pour le coup, ça avance. Ouais. On se retrouve dans un instant. Donc, on repart. Il va falloir créer une médaille de la défense du modèle français pour toi, Anne-Sophie. Je suis flattée. Hein ? On n'a pas ça. L'Ordre national du mérite, voilà, mais ouais, l'Ordre national du mérite, un truc comme ça quand même. Eh ben, donc, alors, les retraites, juste un mot, tiens, on va, alors, réforme de l'assurance chômage, allons-y, puisque, hein, donc, rapidement, enfin, je pense que vous avez tous suivi ça, hein, durée d'indemnisation, donc, diminuée d'un quart à compter du 1er février. Alors, peut-être ça, vous ne l'avez pas vu, parce qu'il fallait rentrer dans le détail, donc, le seuil de bascule. Donc, l'idée, c'est que les durées d'indemnisation vont évoluer en fonction de la conjoncture, ce qui paraît pas bête. Hein. Le seuil de bascule est à 9% de taux de chômage. Donc, pour revenir au système actuel, il faut que le taux de chômage dépasse les 9%, ou alors qu'il y ait eu une croissance de 0,8% sur un trimestre. Et sinon, donc, on bascule dans le nouveau système qui va être mis en place maintenant, enfin progressivement, donc à compter du 1er février, avec une durée d'indemnisation diminuée d'un quart et des conditions aussi un peu plus durcies pour rentrer dans la mécanique de l'assurance chômage. Anne-Sophie ? Alors, voilà, deux réactions. Hein. Moi, je mets toujours de côté le côté court terme et le côté long terme plein emploi. Ouais. Court terme, il y avait l'idée que, voilà, avec le Covid, beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés à recruter, donc en effet, créer des incitations. Après, ce qui est compliqué, c'est que ce qu'on voit, c'est que la majorité des chômeurs qui veulent vraiment chercher un emploi, souvent, quand ils sont excessivement actifs, ils peuvent avoir des difficultés pour en trouver, mais c'est souvent à cause de la qualification, à cause de l'âge. Donc, il n'y a pas un problème, on va dire, de mauvaise volonté de chercher. C'est vrai que là, à mon sens, ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont en emploi, qui sont qualifiés, donc qui ont le choix de pouvoir changer, qui souvent changent pour améliorer leurs conditions et leur salaire. Donc là, en effet, peut-être dans certains secteurs, hébergement, restauration, il y a eu beaucoup de changements. La comptabilité, la finance, la santé, c'est peut-être un peu pour fidéliser et pour favoriser l'embauche parce qu'il y a de la demande. Donc à court terme, ça peut avoir des effets. Après, à mon sens, ça aura vraiment très peu d'impact sur l'accès au plein emploi. Le plein emploi, on a 2,5 points, voilà, qui nous manquent pour aller chercher les personnes en activité. C'est vraiment les jeunes en décrochage sans qualification, les moins de 25 ans, et plus de 55 ans, c'est vraiment voilà, des personnes qui sont en pré-retraite ou qui cherchent activement un emploi, mais qui n'ont aucune chance d'en trouver parce que voilà, ils ont 55 ans. Ouais. Ces gens-là, ça les met dans un grand stress parce que ça fait quand même beaucoup moins d'indemnités. Donc après, ça peut être des bascules au CSA ou dans des situations économiques compliquées jusqu'à la retraite. Si en plus, on a un débat de reculer l'âge de départ à la retraite, donc ça, c'est vraiment compliqué. Et à mon sens, ça n'aidera pas à aller au plein emploi. En tout cas, ça ne favorisera pas forcément l'emploi des seniors. Je retiens ce que tu dis, c'est intéressant. C'est, pour toi, c'est moins s'attaquer au stock de chômage, pardon d'en parler comme ça, que de désinciter en fait ceux qui pourraient être tentés de se prendre petite période de chômage et qui n'ont pas de problème d'employabilité. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée parce que c'est vrai que le gouvernement parle d'aller au plein emploi, donc on parle quand même de millions de gens à qui on doit trouver un emploi, et après dit on pourra créer entre 100 et 150 000 emplois. Oui. Donc j'ai dit le compte n'y est pas. Oui. J'avoue que ce chiffre, je voulais même pas le donner parce qu'il me paraît saugrenu, quoi. Voilà. Entre 100 et 150 000 emplois supplémentaires espérés en 2023. Voilà, donc à mon sens, on est vraiment dans cette problématique de gérer le flux et de gérer des pénuries dans des secteurs spécifiques suite à la crise Covid. Philippe ? Moi, je suis assez sceptique sur le fait de donner qu'un signal prix sur la question du chômage. On a vu aux États-Unis, pendant la pandémie, il y a des États républicains qui ont supprimé des allocations chômage locales en disant on va créer de l'emploi. Ça n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il y avait deux couches sur l'allocation chômage, une couche fédérale, une couche locale, et des États républicains ont supprimé la couche locale en disant les gens vont... Comme ça, les gars vont aller au boulot. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
Ça, c'est le premier point. Parce qu'aux États-Unis, alors attends, tu es sur un taux de chômage de 3%, et donc tu peux te dire que le taux de participation reste assez faible. C'est un socle que tu ne peux pas ramener à l'emploi de toute façon, c'est ça? Au moment, on était en pandémie, le taux de chômage était beaucoup plus élevé. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on regarde le taux de chômage par grande région, par département en France, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de convergence. C'est-à-dire que le vrai souci, c'est que vous êtes chez vous. Est-ce que vous allez, si vous êtes à Valenciennes, est-ce que vous allez à Marseille pour trouver un job? Non. Non. On fait. Les Ch'tis avaient. Le film Les Ch'tis avait mis ça en avant en disant je suis à Marseille. Corrélé à l'immobilier, Philippe. Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui. Et il y avait un interview ce matin dans la presse de la Manche. J'ai vu ça et je trouvais ça intéressant. Là, il y a des institutions que j'ai découvertes à ce moment-là par département où on discute des conditions de travail, un truc un peu officiel. Et ils ont fait un sondage dans la Manche. Alors, c'est très localisé. Vas-y. Mais la question du salaire n'était à aucun moment, dans le sondage qu'ils faisaient, l'élément clé pour reprendre un emploi. C'était des questions de proximité, des questions d'un certain confort, si je puis dire, de facilité d'accès. C'était pas la question du salaire. Là, tu me surprends beaucoup. Non, mais je cite ça. L'autre point, quand même, qu'on a tous vu dans ces questions sur les difficultés de recrutement, parce que c'est un peu lié à ça, c'est que si moi je suis à Paris, j'ai un job, ma femme a un job, si je trouve une opportunité, si je tombe au chômage, je trouve une opportunité à Brest, quelle est l'opportunité pour ma femme de trouver un job à Brest? Oui, mais ça c'est vrai. Mais ça c'est quelque chose qui est mis en avant dans toutes les études qui sont faites. Mais ça c'est vrai dans tous les pays du monde, Philippe. Pas forcément. Et pourtant on a une mobilité du travail beaucoup moins forte. Et moi, la conviction, c'est lié à notre culte de la propriété immobilière. Si t'es, comme tu le dis, à Valenciennes ou à Forbach, que l'usine ferme, que tu es propriétaire de ta maison, tu es doublement prisonnier, c'est-à-dire que tout à coup, parce que l'usine a fermé, le prix de ta maison va s'effondrer, tu peux plus la vendre, et tu es dans une espèce de prison qui te condamne au chômage, parce que justement, tu peux pas aller à Marseille ou à Brest pour chercher du boulot, parce que tu veux pas vendre ta maison au rabais, ce qui se comprend parfaitement. Mais les taux de propriété sont élevés un peu partout. On est à 50-60% de taux de propriété. Oui, pareil qu'aux États-Unis, pareil que. Donc il n'y a pas. Mais il y a les problématiques locales font qu'on a du mal à bouger. Donc, ça c'est clair, on a beaucoup de mal à bouger. Je ne suis pas sûr qu'en réduisant la durée des allocations chômage, on résorbe cette... Non, mais c'est pour ça que l'explication d'Anne-Sophie est intéressante. Tu désincites ceux qui seraient tentés, c'est cette fameuse permittance pas les personnes dont on a qui ont beaucoup des problèmes parlé. d'emploi. Mais c'est pas des problèmes des personnes qui ont. Tu n'attaques pas au problème de. Et la question qui est posée, c'est ceux de la capacité à disposer des allocations chômage. Ceux qui partent en en accord implicite avec les... Rupture conventionnelle. Pardon, merci. Oh là, je connais bien. Peuvent y avoir accès. Donc, bien sûr. Donc, oui, mais ça veut dire que... Bismarck existe grâce à une rupture conventionnelle, je l'ai beaucoup raconté. Oui, mais ça veut dire, que... quelque chose de bien, tu vois. Ah mais ça, je l'ai défendu. C'est peut-être aussi sur ces points-là que ce que disait Anne-Sophie. C'est-à-dire que je fais une rupture conventionnelle, je change, je prends mon temps, etc. Est-ce que c'est une source d'efficacité? Pas sûr. Après, l'idée aussi quand même de cette rupture, c'est de justement pas aller au prud'homme, pas d'encombrer les tribunaux. Non, et puis parce qu'il y a une double rupture conventionnelle pour créer Bismart, tu as 35 emplois derrière. Je crois que c'est de la dépense publique bien utilisée. Efficace. Ben oui, efficace. Là, en l'occurrence, je suis pas sûr que tous les gens qui partent en rupture conventionnelle
et le même projet que toi en tête. Non, le problème, là, quand même, s'il faut revenir, c'est quand même le problème du volume. Là, en effet, les personnes qui sont très employables, qui peuvent se changer d'emploi tout le temps pour augmenter leur salaire, qui sont dans les grandes villes, etc., c'est pas le problème de fond des chômeurs de longue durée de qualification. Donc, en termes de volume, alors on peut dénoncer, là, ça va augmenter, mais c'est pas ça le sujet. Si on vraiment veut s'attaquer au chômage, c'est vraiment employabilité et âge. Exactement. Surtout dans un contexte où on augmentait l'âge de départ à la retraite. Et tu vois, Anne-Sophie, ça va nous ramener au cœur de notre discussion de tout à l'heure. Donc, c'est un sujet de formation. Exactement. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce merveilleux compte personnel de formation de Mme Pénicaud ? On a ouvert grand les vannes et on se retrouve à devoir recapitaliser France Compétences à hauteur de 11 milliards d'euros. Un truc qui déjà est financé en grande partie par les entreprises à hauteur de 40 milliards d'euros. Et donc une fois encore, tu vois, on ouvre grand les vannes, c'est la dépense publique, c'est formidable. Il n'y a pas une bonne allocation de ces dépenses aux personnes qui ont besoin de vraiment de la formation. Et même pour les personnes qui sont en décrochage, le problème c'est que c'est pas souvent un problème d'emploi. On dit ah bah oui, on va créer ça, supprimer le RSA, etc. Demain la personne va trouver. Mais non, souvent vous avez des problèmes de logement, vous avez des problèmes d'insertion sociale, vous avez des problèmes sociaux qui sont beaucoup plus généraux. Donc vous avez besoin d'un vrai suivi qui soit pas uniquement l'emploi. Souvent, l'emploi, c'est la résultante de toute l'amélioration de la situation. Et ça demande en effet des moyens. Et c'est là où vous arriverez au plein emploi. C'est pas, en effet, en ayant ce type de mesures qui peut fluidifier à court terme et qui ne règle pas, à mon sens, le problème de fond. Sur les retraites, c'est juste. Alors, je vais là, comme ça, parce que je le traîne depuis l'interview d'Olivier Dussopt, ça doit être il y a à peu près 10 jours. Donc, elle commence. Les dates de péremption là commencent à être dépassées. Ouais, mais alors en fait c'est un tweet du jeune économiste Maxime Sbailly qui m'avait intéressé. Donc effectivement cette interview d'Olivier Dussopt, je l'avais lu, c'était de la langue de bois infernale, sauf pour dire qu'on ne toucherait pas à l'argent des retraités. Voilà. Et Maxime avait écrit on est entré en gérontocratie, quoi. On ne touche pas, certainement pas à l'argent des retraités, alors que le pouvoir d'achat des retraités est supérieur aujourd'hui au pouvoir d'achat de ceux qui travaillent en moyenne. Et pour dire aussi, non, juste je finis, on ne toucherait pas aux régimes spéciaux des petits rats de l'opéra et de la comédie française, métiers très particuliers qui usent les corps. Ça, c'est le cas quand même. La comédie française. Je trouvais qu'il y avait un tout petit peu d'indécence par rapport au mec qui passe sa journée derrière un marteau-piqueur, si tu veux. Voilà. Franchement, les petits rats de l'opéra, d'accord, pourquoi pas. Mais la comédie française, il faut être sérieux. Mais donc, sur le côté gérontocratie... Voilà, oui, sur le côté gérontocratie, on ne touche pas aux retraités, parce que c'est eux qui votent. Quand j'ai vu ton papier, quand tu nous as envoyé ça, j'ai pensé à une seule personne, Balladur. Pourquoi Je ne rajeunis pas, c'est 95 Balladur. 95 Balladur, le Premier ministre. Sophie était pas née. Hein. L'orientation. Tout de même. L'orientation, c'était plutôt sur les personnes âgées. Ben oui. C'était j'avais oublié ça. Son idée, quoi. Sa capacité à se faire élire reposait sur les vieux. Sur les vieux quand il était Premier ministre. Mais tout le temps, partout, la capacité. Macron, la pyramide des âges des électeurs de Macron est effrayante. Oui, mais je trouve que c'est lui qui, le premier, a vraiment mis ça en avant. Et c'est une idée qui a 30 ans. Ouais. Nous, on fait des prévisions à 2050 sur la population. Donc, on voit en effet pour la France que c'est quand même très, très compliqué. La proportion des plus de 65 ans en couple ou seul, donc les ménages seuls ou à 2 personnes, va exploser d'ici 10 ans. On voit aussi que les ménages avec 3 ou 4 enfants vont complètement s'effondrer. Donc la norme sera de plus en plus un couple avec enfants qui vont baisser et vraiment des ménages qui seront seuls, avec des proportions à plus de 2050 qui vont être à plus de 20%. Donc c'est vraiment colossal. Et avec aussi, on le voit, une grande polarisation par région. C'est-à-dire vraiment ces populations qui vont aller dans le sud-ouest, l'est, et par contre, on va dire le nord et on va dire les littoraux qui vont rester plus actifs. Et le centre aussi qui va rester, qui va beaucoup vieillir. Donc ça pose vraiment les problèmes des infrastructures. On parlait de la dépense publique, quelle allocation, parce que là en termes d'hôpitaux, de toutes les infrastructures, déserts médicaux, ça va être
colossal. Les problèmes de logement, puisque comme les familles avec enfants vont être en minorité beaucoup moins importante, ce sera aussi compliqué d'avoir l'histoire de logement. Donc là, c'est vrai que... Ok, mais ça ne répond pas à ma question, Anne-Sophie. Est-ce qu'il faut aller taper dans la pension des retraités pour aller chercher un petit peu d'équilibre à ce système? Alors même s'il y a aussi beaucoup de disparités, mais économiquement, c'est vrai que ce soit en termes de patrimoine foncier et en termes en effet de pouvoir d'achat, ça va poser une vraie question sur l'arbitrage par rapport aux actifs. D'où le problème sur le financement de la retraite. Il y a une question très simple là-dessus. Comme le dit Anne-Sophie, on a une population qui vieillit, mais les retraites, elles sont payées sur ce qui est produit par les actifs. Ouais. Et donc, si à un moment donné, on n'incite pas les actifs à travailler davantage et à récompenser ce travail, les retraités n'auront plus de moyens non plus. Enfin, après, les taux d'activité des 25-55 ans sont... Oui, mais la priorité, mais si tu veux... C'est un problème de nombre, c'est pas un problème... Et c'est pour ça que je dis... Si tu veux... C'est une question d'incitation aussi. Pas forcément d'incitation. C'est que le ministre exclut, tu vois. C'est-à-dire, il te dit, tout est sur la table, c'est la grande concertation. Sauf ça. Le seul truc totalement exclu, tu vois, c'est de toucher. C'est trop compliqué. C'est que derrière, tu perds les élections. C'est la question qui était posée par Édouard Philippe quand il avait désindexé les retraites tout à fait. Au début. Ça s'est très mal passé. Donc, il avait rajouté de la CSG. Oui. Ouais. Non, mais on a mis ça. Non, puis l'indexation avait été altérée aussi. Donc, on met ça sous le tapis parce que on veut surtout. Et on voit pendant le Covid les études entre la perte de pouvoir d'achat chez les retraités et chez les moins de 25 ans, les étudiants. C'est vraiment colossal. On a vraiment toute une génération qui s'est paupérisée dans des proportions assez importantes et bien sûr qui ont moins d'aura médiatique parce qu'ils votent moins. Mais par rapport à cette question, comme vous l'avez dit, c'est sûr, le financement des retraités, c'est les actifs. Et à mon sens, c'est pas vraiment un problème d'incitation parce qu'on voit que les taux d'activité quand même des 25-55 ans sont quand même assez élevés, même si bien sûr il y a encore beaucoup à faire sur le chômage, mais à mon sens, c'est pas vraiment ça en termes de volume toujours, pour avoir l'argent pour financer. Et ça va quand même poser la question de l'immigration, qu'on le veuille ou non. On voit que l'Allemagne, ça a été quand même leur recette. Donc à un moment, il faudra peut-être accueillir des gens pour pouvoir les taxer rapidement. Ça, c'est une autre question. J'adore ça. Mais oui, tu m'avais déjà dit ça, Anne-Sophie. C'est une merveilleuse phrase. C'est comme ça qu'il faut présenter. Les mecs de droite, c'est comme ça qu'il faut leur présenter l'immigration. C'est une base taxable. C'est ce qu'avait dit Anne-Sophie. Là, les gars, ils vont... Excusez-moi. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de pays qui ont cette vision. Une base taxable. Ouais, mais et c'est plus efficace du taux de natalité. Notre immigration est malheureusement sous-qualifiée et qu'elle est peu taxable. Mais bon, on en a beaucoup parlé. Et qu'elle n'est pas aussi importante que ça. Oui, mais on en a beaucoup parlé autour de cette table. Donc, attends, Philippe, non, parce que je veux, le temps tourne très vite. Parce que dans le sujet aussi gérontocratie et rupture générationnelle, il y a l'immobilier. Les courbes, alors on va voir tes merveilleuses infographies. Donc on la voyait en chiffres, on a eu tous le chiffre sur l'effondrement des ventes de logements. Logements neufs. Et des logements neufs, et peut-être même des mises en chantier. Quand on le voit sur la courbe, c'est encore plus spectaculaire. Là, il se passe quelque chose, là. C'est conjoncturel, purement conjoncturel, parce qu'on sait bien aussi qu'il y a des problèmes sur les chantiers d'approvisionnement, toujours aujourd'hui, de main-d'œuvre, de ressources, etc. Et donc les chantiers traînent. Mais c'est peut-être un peu plus grave que ça, quoi. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'à court terme, il y a une question de financement. C'est ça, avec la remontée des taux d'intérêt. Le financement a augmenté de façon significative. Mais ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, les banques ont plutôt amorti le choc. Et donc, on devrait avoir dans les mois qui viennent, si les fonctionnements passés continuent, des taux d'intérêt sur l'immobilier qui seront plus élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc là, il y aura forcément un choc immobilier assez marqué. On n'est pas dans le cas américain où les taux d'intérêt remontent au même temps que le taux du T-bonds, mais on voit bien qu'il y a un décalage qui s'opère. Oui, mais alors attends, ce que tu me dis là, c'est que l'effondrement qu'on a vu sur ta courbe, qu'on peut peut-être remettre, on n'a encore rien vu. Parce que quand les banques ne pourront plus lisser la courbe de hausse des taux d'intérêt, ça va être encore plus cher finalement. L'accès à l'immobilier va être encore plus compliqué. Absolument. Il y a ce risque-là qu'il ne faut pas exclure. Juste un point quand même. L'immobilier en France, on en parle souvent, il y a rarement de crise.
La dernière crise, c'était au début des années 90, quand il y avait eu des phénomènes spéculatifs très forts sur Paris. En 2008, quand la grande récession explose, le niveau des stocks de logements en France est bien supérieur à tout ce qu'on voit partout ailleurs, aux États-Unis, en Espagne ou en Angleterre. Pas de crise de l'immobilier en France. L'État est intervenu très, très massivement pour lisser les choses. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Non, mais c'est... Non. Il n'y a pas de crise parce qu'il y a une énorme crise. En fait, il n'y a pas de crise sur la valeur parce qu'il y a une crise terrible sur l'offre. Le problème, c'est... On a toujours ce problème-là. Mais bien sûr. Et on en revient à ce qu'on disait de gérontocratie, c'est-à-dire les propriétaires, en fait, sont ravis d'avoir un capital stable. Même alors si on regarde sur 20 ans, une augmentation de dingue, là peut-être que ça va se stabiliser, au détriment en fait de ceux qui débarquent et qui ont de moins en moins accès au logement. Ah non, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Voilà. Il y a deux choses qui jouent. Il y a ce phénomène et puis le fait que on a tous tendance à s'agglutiner autour des métropoles. Il y a plein d'endroits où les prix de l'immobilier ne vaut pas grand-chose. Mais on a le sentiment que les jobs vont être créés à Paris, Bordeaux, Lyon. Avec le télétravail, on voit que même les villes moyennes ont beaucoup augmenté. Il faudra aller voir ça d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y avait eu une explosion, je me souviens de Orpi qui parlait, c'était les villes cathédrales. Donc en fait, Reims, Évreux, etc. Tu vois, voilà, toutes les villes moyennes, Chartres, Orléans, etc. Qui ont vraiment augmenté. C'était pas mal. Donc il y a un rééquilibrage. Il faut voir ce qu'il en est aujourd'hui. Après, il faut voir l'accès aussi. Il y a toujours des effets TGV. On l'a vu sur Reims, on le voit sur la Bretagne. Donc il faut être prudent dans le découplage, si je puis dire. Après, ça peut être, tu vas me dire, tu restes très positif et optimiste, on essaie, mais ça peut être aussi un signal. Même si on dit qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt, on reste quand même dans des taux qui sont fixes, on reste quand même dans des taux empruntés à 1% pendant 20 ans. Je rappelle, en fait, c'est une anomalie économique. On s'y est tous habitués, mais c'est juste pas normal. Donc, même si ça augmente un peu, on ne peut pas parler de taux de crise à 7-8% comme on a dans d'autres pays ou à des taux variables. Donc déjà, il faut peut-être reprendre un petit peu de recul. Puis l'autre élément, à un moment, on a 15% de taux d'épargne, qu'on a en effet cet investissement dans l'immobilier qui est vraiment le placement phare des Français à cause du vieillissement de la population. Et bien, si on a un signal prix, en tout cas qu'on a moins de rendement, peut-être que ça peut créer des incitations pour enfin acheter et investir dans du productif, c'est-à-dire par exemple les entreprises. Et ça pourrait être une opportunité, parce qu'on voit que tous les outils mais Anne-Sophie, il faut que les gens se logent. Il faut construire, il faut investir dans l'immobilier. Dans toute l'Europe, aux États-Unis, les gens ne se logent pas. Il n'y a pas un déficit. En Europe, en Allemagne, commence etc., un petit peu en Allemagne, mais il n'y a pas un déficit de 500 000 logements par an. Non, en France, on a une aversion au risque et donc du coup, on investit massivement dans l'immobilier. Là, pour le coup, il y a plein d'études, toutes les évaluations le montrent. Et donc, même si tu as de ton capital 5 à 10%, vu la masse d'épargne et d'investissement dans l'immobilier que l'on a, qui va vers le productif et l'entreprise, déjà, ce sera une énorme avancée. Donc, ça peut être aussi un effet prix de dire, diversifier. Et au lieu de passer 20-30 ans dans cet investissement-là, qui est indispensable, qui est très important, notamment à la retraite, parce que quand tu es propriétaire, c'est là où tu es beaucoup moins dans la pauvreté que si tu ne l'es pas, eh bien peut-être qu'on peut aussi diversifier et investir dans d'autres choses. Philippe te dira, ça fait 30 ans que je fais de l'économie, ça fait 30 ans, moi je me souviens, c'était Jacques Chirac qui commençait à parler, qui avait créé les premiers produits, soi-disant... qui marchent jamais. Qui marchent jamais, parce que par définition, investir dans le capital productif, c'est prendre du risque. Or, les gens qui investissent sont averses au risque, et donc assurance vie... C'est pas qu'une question de risque. C'est qu'une question de risque. Si tu dis que le rendement est supérieur, on peut aussi changer. Mais le problème, c'est une question d'asymétrie de l'information et de mauvaise connaissance. Les gens veulent du capital garanti. Et tu ne peux pas... C'est pas garanti, forcément. Tu laisses tout sur ton livret d'épargne avec autant d'inflation ou tu investis dans des zones qui après baissent, pas forcément aujourd'hui. Mais tu as de l'inflation maintenant. Mais globalement, avec cet aspirateur de l'assurance vie en fonds en euros, capital garanti, etc., tout ce que tu as pu créer depuis 30 ans pour essayer d'inciter un peu vers le capital productif. On parle juste de diversifier un peu, on va pas de changer complètement le profil. L'aspect immobilier, comme tout le monde veut habiter au même endroit, celui qui a investi dans Paris... quoi qu'il arrive, il n'a pas fait un mauvais choix. Ouais. Et si dans d'autres villes, dans la fameuse diagonale du vide ou je ne sais quoi, là, il y a eu de vrais mauvais choix qui ont été faits sur l'immobilier. Mais si vous investissez à Paris, à Lyon ou dans d'autres villes,
Quel est le risque? Quel risque vous prenez? Oui, mais ça pose la question d'une population en effet vieillissante et donc des gains de productivité qui vont être de plus en plus faibles. Elle vieillit partout. Ce qui me permet de dire pour finir, mais je suis sûr que Anne-Sophie verra un bon signe. Que les Champs-Élysées sont rétrogradés. Alors dis donc, Milan. Donc je ne sais pas si vous avez vu le dernier classement, il est sorti hier. Donc c'est Cushman et Wakefield qui fait ça annuellement, c'est devenu un must sur les avenues les plus chères du monde. Donc la 5e avenue retrouve sa première place. En 2, il y a la grande avenue de Hong Kong dont je n'essayerai pas de prononcer le nom. Et en 3 maintenant, tu as la Via Monte Napoleone. Je ne sais pas si tu as déjà arpenté, Philippe, la Via Monte Napoleone. J'ai jamais eu cette chance. Ça me donne envie d'y aller, d'ailleurs. À Milan, qui est la 3e avenue la plus chère du monde, devant New Bond Street à Londres et devant les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est quand même pas... C'est intéressant, hein? Très attractif, si. J'aimerais vivre sur les Champs-Élysées. Non, c'est les plus chers, c'est pas moi, c'est Louis Vuitton qui achète une boutique et tout ça. Non. Mais la question, c'est quand tu es parisien, est-ce que tu vas sur les Champs-Élysées? Mais voilà, c'est personne. Jamais. Voilà, c'est ça. Tu vas sur la 5e Voilà, avenue. c'est ça. Voilà, c'est pour ça que bon. On est assez d'accord. Mais enfin, quand même, Via Monte Napoleone. On ira. Voilà. On ira faire un tour. J'ai dû y aller parce que je vois pas. Ça t'a pas sauté aux yeux, tu t'es pas dit waouh. Non, mais comme je suis allé souvent à Milan, c'est à côté de la Scala ou pas? J'en sais rien, je sais pas. Nos auditeurs téléspectateurs, eux, ont été à Milan, eux, ils savent. On vous racontera ça. Dès qu'on aura le temps d'y aller, on vous racontera ça. Merci à tous. Demain, donc, Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve évidemment lundi pour de nouveaux débats. Salut. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.